Bonjour à tous, je suis très honorée, très touchée d'être ici. Je n'ai hélas pas pu assister aux conférences d'hier parce que je donnais des cours à Lyon. Mais j'ai vu celle ce matin de Éric Geoffroy qui m'a beaucoup plu. Et donc j'ai vu un peu celle de Gilles et Rose. Et je suis là ici avec beaucoup de gens qui interviennent que j'aime. Et vraiment, je suis touchée aussi que vous soyez si nombreux dans cette salle. Alors, c'est un challenge extraordinaire de passer une matière en 1 heure. De donner une... Parce que finalement, j'ai 62 ans et j'étais tout à l'heure sur mon vélo, je me dis, bon, il faut que tu leur passes tout en 1 heure. 62 ans de recherche. Bon. Mais après, je me suis dit, mais finalement, c'est pas très compliqué. Et c'est mon amie Nadine qui fait des ateliers de Qigong. Une fois, il y a très longtemps, je faisais une conférence, j'étais super stressée. Elle m'a dit, mais donc en un geste, c'est quoi ta conférence? Et je me souviens que j'avais dit, c'est ça. Ah ben si je peux le faire en un geste, pas besoin d'1 heure. Et là, finalement, c'est toujours un peu la même chose. Et donc, la totalité de cette conférence va tenir en une question. Si vous retenez ça, donc finalement, ça n'est pas un enseignement, c'est pas une conférence, c'est une question. Cette histoire de médecine de l'âme, donc je pense Patrice vous a parlé du beau, du bon et du vrai. Ça c'était la conférence de psychosophie de vendredi. Et puis ce matin, Éric a parlé de la réalité. Et alors cette âme, mais elle est où cette âme? Vous l'avez vue pour votre âme? Mais est-ce que c'est vrai qu'on a une âme? Quand on commence à se poser la question, est-ce que c'est vrai, il y a le sol qui se dérobe sous nos pieds. Finalement, cette quête profonde, elle tient en une question. Est-ce que c'est vrai? Et quand on la pose, cette question, et quand on va chercher à l'intérieur de nous, c'est à cet endroit qu'on peut peut-être parler de l'âme. En tout cas, moi, je parle de cet endroit comme le logis de notre profonde sagesse. Et c'est ce logis de la réalité qu'on va toucher à ce moment-là. Cette réalité dont Éric a parlé ce matin avec cet axe des soufis. Et effectivement, tout le monde la place quand même un peu globalement. On n'a pas beaucoup de gens qui disent que l'âme est dans la tête. Non, hein. L'âme, elle est généralement placée au niveau du cœur. Et effectivement, c'est aussi là que je vais chercher et que je vais vous inviter à aller chercher les réponses à cette grande question. Alors, Claire, ma sœur, m'a dit, parce que ça fait 1 an qu'on est sur ce projet de forum, donc quand j'ai donné le titre, j'avais un peu oublié mon titre. Elle me dit, toi, t'as dit que tu parlais des neurones. J'ai dit que je parlais des neurones. Oh là là. Alors, elle m'a dit, il faut quand même que ta conférence, elle colle sur le titre, maintenant qu'on a imprimé les flyers. Alors, je vais vous parler un peu des neurones quand même, parce que je ne veux pas tromper ma sœur. C'est quoi ce truc? Oh, c'est rien, c'est juste mes pensées. On va parler de ça et on va regarder quelque chose d'extraordinaire qui nous a été donné par Deepak Chopra. Deepak Chopra, c'est un chercheur, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le monde de la pensée et de la spiritualité. Nous sommes les seules créatures sur Terre ayant le pouvoir de modifier notre biologie par nos pensées et nos sentiments. Bon, là, on est au cœur du sujet avec la médecine de l'âme. Donc, nous avons cette capacité. Donc, on peut modifier notre biologie.
et on peut la modifier par nos pensées, nos sentiments. Quand on dit les seules créatures, est-ce que c'est vrai? On peut commencer tout de suite, hein. Donc on va se dire, attends, les baleines, peut-être qu'elles savent faire aussi, les dauphins, je sais pas. Je ne vais pas certifier, tamponner ça comme vrai. On va partir depuis ce qu'on va dire. En tout cas, nous faisons partie de créatures qui avons la capacité de modifier notre biologie par nos pensées. Alors, on va faire donc un tout petit voyage, parce que j'ai des confrères, même dans cette salle, on va parler un petit peu des neurones, pour vous montrer un mécanisme très simple. Je vais le simplifier énormément. Quel est le mécanisme des neurones? Les neurones sont donc les cellules qui vont capter des informations par des espèces des petits cheveux qu'ils ont autour du corps cellulaire. Et ces informations vont être analysées dans le noyau de la cellule. Et cette cellule, elle va transmettre des informations jusqu'au bout. Et donc, il va y avoir au bout ce qu'on appelle un bouton synaptique. Et dans ces boutons synaptiques, on va transmettre une information. Cette information, ça va être une molécule. Donc, effectivement, on va changer la biologie, on va changer des messages en fonction de ce que nos neurones vont capter. Ça veut dire que nous avons la capacité, avec notre cerveau, de choisir quelles sont les molécules chimiques qui vont partir dans notre corps. Comment ça marche? Je capte une information. Mettons que je vais la capter avec un téléphone. Allô, chérie, je vais arriver dans une demi-heure. Allô, chérie, ça fait déjà plaisir, hein? Ça vient ici. Donc, mon neurone, il entend que c'est quelque chose qui va être agréable. Allô, chérie, je vais être là dans une demi-heure. Et donc, mon neurone, il va sécréter des molécules d'enthousiasme. Hein, peut-être ça va être soit de la sérotonine, soit de la dopamine. Donc, je vais sécréter un type de molécule particulier en fonction du message que je vais entendre. Si j'entends « Maman, ça s'est pas bien passé, mes examens. » Oh, maman, ça fait déjà peur, hein, maman. Ça vient ici, ça s'est pas bien passé, mes examens. Là, je vais sécréter au bout de mon neurone un autre type de molécule. Ça c'est pas bien, mon Dieu, comment elle va s'en sortir, ma fille a échoué à ses examens. Et cette pensée va être très génératrice de molécules qui vont être des molécules de stress et qui vont préparer mon organisme à une certaine réponse. Je vous ai mis un petit bouton synaptique. Ça, c'est ce qu'il y a au bout de nos neurones, hein, dans les petits boutons noirs que je vous ai montrés tout à l'heure. Dans ces petits boutons noirs, donc, il y a des molécules qui arrivent, et puis ces molécules, elles sont libérées ici. C'est ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs, bon, au début, on ne savait pas, on a commencé à les découvrir. On en a découvert un, le tout premier, qui s'appelle l'acétylcholine. Alors, c'est le neurotransmetteur à tout faire, parce qu'il est dans beaucoup de sortes de neurones. C'est celui qui s'occupe de la mémoire. Au début, on en a connu qu'un. Au début, on ne savait pas qu'il y avait des neurotransmetteurs. On a fait une expérience avec un chien. On a pris ce chien, on a sorti son cœur, qu'on a mis dans du liquide physiologique, dans de l'eau salée, et puis avec une électrode, on a stimulé le cœur. On a stimulé un nerf qui va au cœur, qui s'appelle le nerf sympathique, parasympathique. Et ce nerf parasympathique a fait ralentir le cœur.
le bocal dans lequel était le cœur, le chien était toujours vivant, hein, on avait juste sorti son cœur. On l'a amené, alors on fait des trucs comme ça, nous, hein, les chercheurs. Hein. Donc, on a pris le bocal et on a amené au cœur d'un autre chien. Et on a pris le premier bocal et on l'a passé sur l'autre bocal, sur l'autre cœur. Vous comprenez la mécanique? Et à ce moment-là, le cœur de ce chien-là a ralenti. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un fluide. C'était le début de la compréhension des neurotransmetteurs. On a vu qu'il y avait que quand on stimulait un nerf, il y avait un fluide qui était sécrété autour du cœur et qui le faisait ralentir. Ce fluide, on a découvert petit à petit, mais c'est pas très long, il n'y a pas très longtemps, c'était en 1920, vous voyez que c'est encore très récent, les premiers neurotransmetteurs, on a découvert que c'était l'acétylcholine. Depuis, on a découvert énormément de neurotransmetteurs, mais je ne vais pas vous en décrire beaucoup, je vais vous en décrire dont vous avez entendu parler. Je pense que vous avez tous entendu parler de la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la zénitude. Alors, quand j'entends une bonne nouvelle, ce neurotransmetteur est libéré par mes neurones. Lorsque je mange, je suis toute contente, mon intestin libère de la sérotonine. Voilà pourquoi on est toujours bien content de manger. Cette sérotonine, elle se transforme en mélatonine le soir. Plus vous êtes content dans la journée, plus vous avez de la sérotonine, plus vous allez avoir de la mélatonine, vous allez bien dormir. Cette mélatonine, c'est dès que la lumière baisse, on a envie de dormir. Deuxième neurotransmetteur. Enfin, troisième. Et je vais vous parler des neurotransmetteurs dont vous avez entendu parler, l'adrénaline. C'est un autre neurotransmetteur qui est sécrété par un système qu'on appelle le système sympathique, c'est le système du stress. Quand on est stressé, vous avez tous entendu qu'on sécrète de l'adrénaline. C'est des mots que vous connaissez. Hein? Adrénaline, c'est parce qu'il y a aussi un gros noyau du système sympathique qui est dans les surrénales, adrénaline, à côté des reins. Hein? Et cette adrénaline se transforme en noradicale adrénaline. Noradrénaline, on s'en fiche. Et après, elle se transforme en dopamine. Je crois que c'est dans l'autre sens. La dopamine se transforme en noradrénaline, en adrénaline. La dopamine, c'est la molécule de la récompense. Notre organisme, pour nous faire des choses dangereuses, il nous donne de la dopamine pour qu'on soit un peu dopé, pour qu'on soit courageux. Et quand on a réussi quelque chose, il sécrète de la dopamine. Quand il veut quelque chose, quand il veut nous faire quelque chose, la vie nous récompense. Par exemple, je vais vous donner un exemple très, très concret. Quand on fait l'amour, franchement, quand vous étiez petit, quand on vous a dit qu'on allait faire l'amour avec le zizi qui rentre, oh là là, comment ça a l'air un peu bizarre ce truc. Alors, les premières fois, on est vachement impressionné. Et puis à la fin, ça finit bien. Alors, on a une grosse décharge de dopamine. Ah ouais, c'est pas mal. Je vais recommencer. Ça marche comme ça. C'est tout bête. Tout ce que la vie veut, elle va nous récompenser. Donc, quand la vie veut qu'on fasse quelque chose, elle nous envoie de la dopamine. Quand vous prenez une cigarette, il va y avoir de la nicotine qui va bloquer les petites gouttes qu'on avait vues tout à l'heure, et au final, ça sécrète de la dopamine. Alors, on reveut encore une cigarette. Toutes les drogues, toutes les addictions, elles fonctionnent avec de la dopamine. Hein, on est récompensé, puis après on en veut encore et encore. Quand on court beaucoup, quand on fait du jogging, c'est super fatigant, le jogging, c'est affreux. C'est un suicide cellulaire. Nos cellules elles disent continuez sans moi. Et les autres disent non, mais elle a dit qu'il fallait courir, il faut courir. Alors ils disent ok, on envoie des endorphines. On dit envoyez de la morphine pour qu'elle ait pas mal, puisqu'elle a dit qu'il fallait courir. Alors on reçoit des endorphines qui font sécréter de la dopamine pour nous tenir, puisque le mental donne l'ordre de courir. Mais c'est super fatigant, votre organisme, c'est pas bon du tout, c'est pas bon pour la santé. Mais on le fait quand même. Alors,
On reçoit de la dopamine, puis quand vous avez fini votre jogging, ah, ça me fait du bien. Bien sûr, vous êtes inondé de morphine et de dopamine. Mais votre corps, ça n'a pas fait du bien du tout, du tout. Il y a plein de morts à l'intérieur et ils se transportent avec des brancards et tout. Parce que ça s'est pas bien passé du tout à l'intérieur. Le lendemain, vous avez des courbatures, enfin, vous êtes tout abîmé, quoi. Mais on se dit, oh, faut que je recommence, qu'est-ce que ça me fait du bien, hein. Et on a une addiction au sport. Hein. Donc vous voyez, toutes les addictions fonctionnent avec des types de molécules de ce genre. Bon, oh là là, mais Anne, il faut que tu te dépêches. Alors, voilà donc deux systèmes dont vous avez entendu parler. Un système d'attaque et un système de réparation, sympathique, parasympathique. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose pour comprendre ça. Ces systèmes avec l'adrénaline, tout ça, sont des systèmes qui sont des systèmes automatiques. Ils ne sont pas conscients. Et ils sont rattachés à une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien, il va s'occuper de notre survie. Et il va s'occuper de notre survie avec ses mécanismes, soit de défense, soit de réparation. On va voir trois parties dans notre cerveau. Donc, ce système reptilien archaïque qui nous a permis de survivre. Hein. Puis, au-dessus, on va voir un système qui va mémoriser les expériences, qui va être le système limbique. Et puis, le système limbique va recruter le néolimbique pour faire tout ce qu'on veut faire, conduire notre voiture, tout ça. Ça fait partie de ce système-là. Et il y a une partie ici qui s'appelle le préfrontal qui va être très isolé du cerveau. Donc on va regarder comment ça marche. Le cerveau reptilien, voilà comment il marche. Quand il y a un ours, bon, on va revenir à l'âge des cavernes. Hein. Vous êtes dans votre grotte et tout à coup il y a un ours. Vous voyez un ours. Ah. La première bonne idée, c'est pas d'attaquer l'ours. Hein. C'est où est-ce que je pourrais fuir. Donc première étape, l'adrénaline, elle va nous dire comment nous organiser pour fuir. Donc on va fermer les périphéries, on va devenir tout pâle, on va amener le sang au cœur, au cerveau et aux muscles pour courir. On va arrêter le système digestif, le système urinaire, le système génital. Oh, on ne va pas sauter sur notre amour, c'est pas le moment. Donc, vraiment, on fait des choix stratégiques très clairs. On dilate les pupilles et on se prépare à fuir. C'est la réponse intelligente en cas de stress, éloge de la fuite. C'est la chose la plus intelligente à faire quand on est en danger. Le problème, c'est que de temps en temps, il n'y a pas d'issue. Alors là, l'adrénaline sort la deuxième carte. C'est l'état de lutte. À ce moment-là, bon, alors l'ours, quoi. Alors, je remonte mes manches d'homme des cavernes. Je prends un bâton, un caillou, et donc je vais mobiliser le haut de mon corps. Je fixe les yeux de l'ours et je me prépare à me battre. Donc j'ai mes griffes, un peu petites, mais bon. Mes griffes, mes mains, mes épaules, mes yeux, et je serre les mâchoires. C'est ce que font les enfants à la garderie. D'accord ? Ils mordent, ils griffent. Hein ? C'est le deuxième état quand ils sont coincés. Hein ? Donc c'est nos réponses archaïques. Et puis, vraiment cet ours, il est énorme, quoi. Là, je vois que ça va pas marcher, mon attaque de l'ours. Donc j'ai une troisième carte. Je tombe dans l'épaule. Ou alors, voilà, je m'évanouis. L'état d'inhibition, là, mon cœur va ralentir. Ma circulation je vais devenir tout pâle. C'est une bonne chose parce que comme ça, quand je vais me faire manger, j'aurai moins mal. C'est la dernière carte. Hein. L'état d'inhibition, quand il y a un stress chronique, ça va correspondre à l'état dépressif.
Dans un premier temps, on essaye de fuir, il y a trop de dossiers. Dans un deuxième temps, on essaye de se battre. Et dans le troisième temps, il y a l'état dépressif qui s'installe. Tout ça, vous voyez que c'est de la biochimie derrière. Notre cerveau archaïque, il va nous servir à ça. Donc c'est la première partie du cerveau. Mais le deuxième temps, c'est qu'on a développé un deuxième cerveau, qui est le cerveau limbique. Lorsqu'on a eu fini nos vies de serpents et de crocodiles, on a commencé des vies d'animaux sociaux. Et on a vu que quand on était en groupe, ça se passait mieux. Et donc ce cerveau-là, il s'est développé avec l'âge des mammifères. C'est surtout les mammifères qui ont développé ce cerveau. Ce cerveau, il va nous être maintenant très utile pour survivre en groupe. Et on sait que quand on est tout seul, on a beaucoup moins de chances de survivre. Hier, il y avait c'était beau, le concert de Farid, et il disait seul, je vais vite, ensemble, on va loin. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le néolimbique. Cette partie-là, il gère tout ce qui est simple et connu. Parler, compter, planifier, conduire notre voiture en écoutant la radio, sans lire nos SMS. Il est d'une fiabilité absolue. C'est un parfait serviteur, ce cerveau limbique. Il a enregistré toutes nos expériences. Il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut tendre la main quand on arrive, sourire, ne pas sourire quand c'est un flic, pas trop, mais un petit peu quand même, etc. Donc, on sait très bien tout ça. Hein, et le cerveau limbique, il est parfait, il sait vraiment faire ça. Mais, ben ouais, parce qu'il y a un mais. C'est lui qui va construire notre identité. Donc quand on est dans une tribu, la chose qui est importante pour survivre dans une tribu, c'est de ne pas vous faire virer. Donc ce cerveau limbique, il va développer notre capacité à ne pas être exclu, mieux à être apprécié, encore mieux près du chef, avoir raison et dominer, alors là c'est le top du top. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ego logique, la logique de l'ego. Et ça passe par là, on passe tous par là, par la construction de cette identité qui est formidable parce qu'elle nous permet de survivre. Alors on va voir qu'elle se construit dès qu'on est tout petit. C'est pas moi. Non, j'ai rien fait. Oui, j'ai rangé ma chambre. T'as rangé ta chambre? Oui, oui. Ce qui veut dire non. Je sais pas. D'accord? L'enfant intelligent, il apprend très vite à mentir. Pour survivre. Donc, le mensonge est uniformément réparti dans les règnes. Dès qu'un règne, le camouflage animal est un mensonge. Hein. Donc la survie, le mensonge fait partie de la survie. Et il se développe très vite dans l'enfance. Donc l'ego, c'est des mensonges. Alors ça commence tout petit. Et on va commencer à construire des mensonges et on va voir que ça marche. Si le mensonge marche, on le répète, on intègre ça, le cerveau limbique, il va intégrer ce mécanisme comme efficace. Après, on grandit. Alors, ça va donner, ma mère m'a puni injustement. Mon patron ne devrait pas se mettre en colère. J'ai besoin que tu me soutiennes. Ce matin, j'ai bien aimé. Les terroristes sèment l'amour dans le monde. C'est l'autre qui est la cause de ma souffrance. Donc ça, l'ego, lui, il est super fort. Il projette systématiquement à l'extérieur son problème. L'ego, il est addict à « j'ai raison ». J'ai raison parce que si vous avez raison, vous allez rester dans la tribu. Si vous avez tort, on va vous éjecter. Vous comprenez? C'est très archaïque ces mécanismes. Donc,
Ça, c'est ma petite blague préférée. Qu'est-ce qu'un cadavre dans un placard? Eh bien, c'est un mec qui joue à cache-cache, il a gagné. J'en crève, mais j'ai raison. C'est le piège de l'ego. Cette petite blague résume très bien l'histoire. Alors cet ego, il va après se continuer à sa croissance et on va voir intervenir bien, pas bien, bien, pas bien. C'est lui qui va gérer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. J'aime, j'aime pas. Et après, il va commencer à faire des commentaires sur socialement acceptable, non socialement acceptable. Et puis, petit à petit, il va commencer à s'attaquer lui-même. Je pense que nous sommes très très nombreux à en être là. C'est-à-dire qu'au début, on attaque les autres, et puis après, on s'attaque soi. Donc l'ego va nous amener à cette grande devise Shadok: on n'est jamais aussi bien battu que par soi-même. L'ego projette le problème sur lui. Je suis mauvaise, je suis nulle, c'est ce qu'on appelle la culpabilité. Culpabilité, c'est se couper de soi-même. Mais je reconnais mes fautes, hein. Gardez-moi dans la tribu. La culpabilité, ça sert à ça. C'est pas très agréable, hein. Mais au moins, on montre j'ai tort et je le sais, gardez-moi dans la tribu. Voilà comment on va construire ces mécanismes. Alors, cet ego, il est merveilleux, moi je l'adore. Mon client est innocent. L'ego, il est au service de notre identité. Il est là pour nous protéger. Il nous défend. C'est notre meilleur avocat. On va faire un petit exercice, une petite expérience. Fermez vos yeux. Enfin, regardez déjà mon image. Je reviens de Tunisie de la semaine dernière. J'étais dans le désert. Fermez les yeux. Et maintenant, on va partir tous ensemble sur un marché avec tous ces fruits. Approchez-vous des étals, regardez toutes ces couleurs. On arrive au marché de fruits et on voit une belle pyramide de citrons. Prenez un citron dans la main. Regardez-le, sentez-le. Regardez comme il est joli avec sa petite peau jaune toute brillante. Et puis maintenant, avec un petit couteau, vous allez doucement entamer la peau de votre citron. Regardez comme ça coule le long de la lame dans votre main. Et maintenant, vous ouvrez vos deux moitiés de citron et on voit ce petit mandala, ce petit soleil jaune brillant. Vous allez prendre un demi-citron et doucement, vous allez l'amener sur votre langue et vous allez le poser sur votre langue. Ouvrez les yeux, fin de l'exercice, qu'est-ce que vous avez découvert? Plus fort. La bouche est remplie de salive. Voilà la seule chose que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence. Je vous dis, l'avaler massé, je vous le fais faire, je le connais mon exercice, c'est moi qui le fais. Je ne peux pas empêcher ce mécanisme de survenir. Et pourtant, il n'y a pas de citron. Ça, c'est fondamental. La physiologie du corps ne fait pas la différence entre le film que lui projette le mental et la réalité. Mais si vous vous souvenez de ça, mais votre vie va changer. Moi, j'ai affiché chez moi une affiche, c'est marqué « Il n'y a pas de citron ». Ça veut dire que quand on vous téléphone « Oh là là, maman, j'ai raté mes examens », il n'y a pas de citron. Parce que le commentaire que je suis en train de faire est faux. Vous comprenez? Vraiment, la conséquence de cette compréhension-là est énorme.
Le cerveau, notre corps ne peut pas faire la différence. Donc nous vivons dans un cauchemar permanent qui est projeté par nos pensées et nous sommes endormis. Et on croit à nos pensées. Donc on va se mettre à sécréter toutes sortes de molécules. On a des cas dramatiques avec des gens à qui qu'on appelle « votre mari a eu un accident ». Il est mort. Alors, il n'y a pas de citron, c'est pas facile. Hein, et pourtant, il n'y a pas de citron. Donc, la personne s'effondre. C'est une de mes patientes à qui c'est arrivé. Donc, elle est complètement effondrée. 1 heure après, la gendarmerie la rappelle en disant « on s'est trompé, madame, c'est pas votre mari ». Alors, il est mort ou il n'est pas mort? Pendant 1 heure, il était mort. Et il n'y avait pas de citron. Et à nouveau, il est vivant. Donc, vous voyez, le corps, il entend une chose et il s'aligne sur la pensée. Pourtant, il n'y avait rien. Donc, ça, c'est super important de vous souvenir de ça. Alors, j'ai trouvé un truc qui m'a vraiment fait rire. Je trouvais ça avant-hier. Alors, est-ce que je l'ai amené? Oui, hein. Bon, j'aurais dû la sortir. Ah, c'est bien organisé, c'est une conférence. Une cuillère. Non, mais ça m'a allumé complètement. Ça, c'est le début de la semaine. Vous avez des cuillères chez vous. Est-ce que, mes chéris, vous vous êtes déjà regardé dans une cuillère? Mais c'est absolument hallucinant de vous regarder dans une cuillère, parce que si vous regardez bien, eh ben vous êtes à l'envers. Voilà à quoi ça ressemble de se regarder dans une cuillère. L'ego projette le problème sur l'autre. Et si vous regardez la cuillère, j'ai fait une photo de la cuillère, bah regardez-moi. J'ai l'air fine, hein? On se voit à l'envers. Notre rétine, elle est comme le fond de la cuillère. Et donc, le petit Lego, là, il est projeté à l'envers. Donc, ça m'a fait rire, parce que c'est une petite, comment on pourrait dire, une petite métaphore, merci, pour nous montrer que la réalité que l'on voit est inversée. Au niveau de nos pensées, la réalité est inversée. C'est-à-dire qu'on croit plein de choses. Et tout est faux. C'est pour ça que toutes les philosophies, c'est pas les philosophies, ce sont les... C'est quoi le soufisme, le bouddhisme, c'est ça? C'est pas des religions, des recherches spirituelles. Ouais. On cherche tous la réalité. La réalité, c'est que ce qu'on voit au fond de la cuillère, c'est à l'envers. Donc prenez une cuillère et vous touchez l'éveil. Et ça, on me l'a dit la semaine dernière, l'ego qui pense ment. Et oui, pour nous soigner, l'ego, il va sans arrêt projeter le problème de manière retournée à l'envers. Donc, là, je vais aller un petit peu plus vite. Vous connaissez la pyramide de Maslow avec... Non. La pyramide de Maslow, donc ce sont tous nos besoins. On va voir que nos cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néolimbique, ils vont s'occuper, le néolimbique qui est relié au néocortex, ils vont s'occuper de tous ces besoins-là. Mes besoins physiologiques, la survie, la sécurité, mon besoin social, c'est-à-dire appartenance à un groupe, intégration, affection, amour, et finalement, on va jusqu'au besoin de reconnaissance et d'estime. Et tout ça, c'est les parties basses du cerveau. Mais du coup, il y a une partie qu'on n'a pas encore explorée, et c'est cette partie qui s'appelle le préfrontal.
C'est cette partie qui est à l'avant. C'est un être d'observateur qui est ici et qui, lui, voit la réalité. Nous sommes équipés au niveau cérébral d'une partie qui voit la réalité. Et cette partie préfrontale, elle est complètement au présent. Et lorsqu'on vous téléphone, « Allô madame, votre mari a eu un accident, il est mort », le préfrontal, il voit qu'il n'y a aucun problème. Mais tout le reste du cerveau est dans une panique totale. Vous comprenez? Mais lui, il voit qu'il n'y a aucun problème. Vous êtes debout, dans votre salon, avec un téléphone. Ça va absolument, excellemment bien, au présent. Et ça va continuer d'aller bien. Ça va continuer d'aller bien tant que vous n'allez pas croire à une pensée. Vous comprenez? Juste avant le coup de téléphone, la réalité est parfaite. Vous entendez un message. Le monde s'effondre. Et vous rentrez dans un cauchemar. Mais on vous rappelle, hop, ça y est, vous êtes à nouveau au paradis. C'est un peu zarbi, non? C'est assez étonnant. Donc, lui, là, lui, il a la capacité en permanence de nous dire, de nous relier à la réalité. Mais le problème, c'est qu'au niveau de notre cerveau, c'est un peu bizarrement fait. Donc voilà, ça c'est ce préfrontal, il est là. C'est notre joyau d'intelligence. C'est celui qui s'est développé. Là, vous voyez, l'homme de Néandertal, il a un crâne plat et nous, on est dotés de cette capacité-là. Mais en fait, on y fait peu appel. 80% du temps, on est sur le limbique, très peu sur le préfrontal. Donc du coup, on n'a pas cette vision large du présent et de la réalité. J'ai trouvé cette phrase de Spinoza, par réalité et par perfection, j'entends la même chose. Donc, le préfrontal, lui, comme quelqu'un qui est complètement placé dans son cœur, il est toujours dans la perfection. Moi, je prends toujours l'image du Dalai Lama, à qui on annonce une mauvaise nouvelle. Il est centré. Donc, son préfrontal domine. Il voit qu'il y a zéro problème. Parce qu'il ne croit pas que la mort, c'est une catastrophe. Si je crois que la mort, c'est une catastrophe, bien sûr, tout va mal. Mais si je ne crois pas ça, à ce moment-là, mon préfrontal, il reste stable. Et il m'informe qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de citron. Le limbique, il est très binaire, bien mal. On va glisser doucement vers un « je ne sais pas », avec ce que je vais vous proposer comme exercice, et le préfrontal, lui, acceptation, nuance, complexification, créativité, relativité. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Enfin, rien n'est vrai, tout est faux. Rien n'est vrai et tout est faux. Et on va changer de logique. Regardez comme c'est joli ça. L'ego logique qui place l'homme tout en haut. Et nous, on va commencer à se mettre au cœur des événements et à pouvoir recruter une autre partie du cerveau. Bon, j'avais montré ça pour montrer que lui, il est tout seul devant, il n'est pas relié. Le problème du limbique, en fait... Ah, oh là là, ça je vais passer parce que je ne vais pas avoir le temps. Le limbique, il est toujours stressé par toutes nos pensées. Et lorsqu'on est stressé, c'est un inconfort qui va être envoyé par le préfrontal. Le préfrontal, il voit que tout va bien. Il envoie un signal d'inconfort qui passe par la partie reptilienne en disant « Oh là là, ça va pas, le limbique, il est en train de pédaler dans le yaourt. » Donc on se sent pas bien
parce qu'on est en train de croire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc la clé, c'est, est-ce que c'est vrai? Je me sens pas bien. Je me sens pas bien, c'est ce que j'appelle la vache dans le couloir. Alors où est-ce que je l'ai mis, ma vache? La vache dans le couloir, elle est là. Vous voyez? Donc, tout à coup, il y a quelque chose, je me sens pas bien. Je suis en train de croire quelque chose. C'est très bruyant, le malaise. Je suis en train de croire quelque chose. Et à ce moment-là, je vais me tromper de coupable. Alors, je reviens en arrière. Activer d'autres circuits neuronaux, ça va modifier notre état biochimique et ça va modifier le monde entier. Donc, je vais vous raconter un petit poème. Sur la place des Lavandières travaillaient 3 tailleurs de pierre. Un voyageur passant par là leur demanda « Que faites-vous là ?» Le premier, furieux sans doute, dit « Vous voyez pas, je gagne ma croûte. » Le deuxième, frappant la pierre, dit « Bah vous voyez, je taille des pierres. » Quant au troisième, il dit jovial « Moi, je construis des cathédrales. » Sur la place des Lavandières travaillaient 3 tailleurs de pierre. Ils taillaient les mêmes cailloux, tous les 3 pour les mêmes sous. Le premier taillait sa misère et de loin préparait la guerre. Le deuxième taillait des pierres, puisqu'il était tailleur de pierre. Et le troisième taillait sa joie et la paix du monde à la fois. Sur la place des Lavandières travaillaient 3 tailleurs de pierre. Le voyageur, en s'en allant, lui, qui était tailleur de vent, se demanda sous le ciel blême, lequel des 3 suis-je moi-même? Je m'attendais pas. Alors, qui est Byron Katie? C'est ma star, Byron Katie. Byron Katie, c'est une Américaine qui a proposé une pédagogie ultra simple pour déconstruire nos pensées stressantes. Cette pédagogie, elle n'a rien découvert de nouveau. Bon, c'est une femme qui a eu un éveil, elle est éveillée, c'est-à-dire qu'elle est sortie du cauchemar. Et comme elle est sortie du cauchemar, elle essaye, depuis 20 ans, 30 ans, de nous donner les clés pour qu'on sorte aussi, pour nous réveiller. Et la clé principale, c'est qu'elle a découvert que rien n'était vrai. Et donc, cette question fondamentale, lorsque je crois mes pensées, je souffre. Mais quand je ne les crois pas, je ne souffre plus. Je crois que mon mari est mort, je souffre. Je ne crois pas qu'il est mort, je ne souffre plus. Et cela est vrai pour chaque individu. Donc j'avais envie dans ce forum de vous amener jusqu'à l'expérience de ça. Épictète, c'est un philosophe grec qui dit « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les idées qu'ils s'en font. » 50 après Jésus-Christ, vous voyez qu'elle n'a rien découvert, le père Katie. Le mental ne peut jamais être contrôlé, il ne peut être que remis en question. Donc on va regarder comment on peut s'y prendre. Byron Katie nous explique, c'est une femme qui était agent immobilier, donc elle n'a aucune connaissance spirituelle quand elle a son éveil. Donc elle n'est pas du tout forte dans les spiritualités, elle ne comprend rien. Quand elle va en Inde, elle voit des gens qui font Namasté, et elle est américaine, et elle entend No mistake. Elle se dit, oh, comme ils sont sages. Vous voyez le niveau, hein. Elle raconte ça elle-même, hein. Elle est extraordinaire, cette femme. Et donc, elle a, pour nous, mâchouillé
pendant des années une pédagogie pour que nous aussi, on touche cet état et du coup qu'on puisse toucher cette essence, cette profonde sagesse. Et donc elle nous montre que lorsqu'on a une pensée, on va avoir une émotion. La pensée « mon mari est mort » génère une grande peur. Cette émotion va faire que je vais agir à ce moment-là et je vais avoir un résultat. Souvent, on essaye de changer le résultat. Par exemple, on va chercher un nouveau mari. Enfin, pas tout de suite. Hein. On s'est trompé. Ça ne va pas marcher. Hein. Donc, si on remonte, c'est quand on va remonter ici qu'on va pouvoir enlever toute la chaîne dramatique. Vous comprenez ? Donc, ça s'appelle l'ordre de création. Lorsque l'on remonte à la pensée, en fait, tout le reste disparaît. Le but, c'est de remonter à la pensée. Donc, c'est là que j'ai ma vache. Parce que comme l'émotion, elle est très forte, dès que vous avez une émotion, que vous avez peur, que vous êtes triste, que vous êtes en colère, vous êtes en train de croire quelque chose. Si c'est désagréable, cette pensée, une question. La première, est-ce que c'est vrai que mon patron est en colère contre moi? Est-ce que c'est vrai? Et donc, on va commencer que mon enfant ne devrait pas être malade. Est-ce que c'est vrai? Donc, à partir de ce moment-là, on va commencer à déconstruire les pensées. Donc, l'outil... Ah oui. Alors, elle a 2-3 concepts, Byron Katie, qu'elle a développés. 1, l'ordre de création. 2, il y a seulement 3 sortes d'affaires dans le monde. Mes affaires, ce que je mange, ma soupe, etc. Ce que font les autres, c'est leurs affaires. Et ce que fait... Alors, nous, on n'aime pas trop Dieu en France. Hein, on aime bien la vie, le réel, tout ça. On va l'appeler la vie. Les guerres dans le monde, les embouteillages, c'est les affaires de la vie. D'accord? Donc, la plupart du temps, nos contrariétés, elles viennent du fait qu'on est dans les affaires des autres. Mon fils devrait ranger sa chambre, mais c'est sa chambre. Ouais, mais quand même, ça va pas. Ben oui, mais c'est pas tes affaires, la chambre de ton fils. Hein? Les gens devraient conduire moins vite sur les autoroutes. Je suis tout à fait impuissante à ça. L'impuissance me montre que je ne suis pas dans mes affaires. C'est un marqueur très important. Si j'ai une émotion forte et que je suis impuissante, alors l'émotion me montre que je suis en train de croire quelque chose. Si je me sens impuissante, c'est que je ne suis pas dans mes affaires. Donc il va falloir prendre la cuillère et la retourner. Alors, j'ai pas eu le temps de faire la photo, mais là, je me vois tout à l'envers, et là, j'ai un gros nez, des grosses joues, je suis super bizarre, on voit que moi. Si je retourne ma cuillère, je vais m'occuper de mes affaires. Et là, je vais commencer à pouvoir transformer des choses. Donc, je vais commencer à les voir, comment je m'y prends dans le monde avec le conseil que je donne aux autres. Je vais un peu vite, hein, mais bon, toute ma matière en 1 heure. J'adore cette phrase. Je suis complètement disponible, dit Byron Katie, parce que je ne suis pas occupée à dicter au monde comment il devrait être. C'est tellement reposant de comprendre ça. Je vais m'occuper de mes affaires. Et tout à l'heure, j'ai entendu Gilles et Rose dans leur conférence avec l'énéagramme. Il y a une seule personne dont vous vous occupez, c'est vous. Mais comme c'est simple, mes chéris, c'est simple. Il n'y en a qu'une et vous l'avez toujours sous la main. Donc, ça, c'est vraiment quand même une très très bonne nouvelle. On projette sur l'autre notre problème. Alors, la dernière chose, c'est que vous dites, bah oui, mais moi, j'ai bien compris, je sais bien que c'est pas l'autre le problème, c'est moi. N'est-ce pas, Pascal? Je suis nulle. Et moi, eh bien, ça fait
peut-être pas 62 ans, parce qu'il faut avoir déjà la conscience de l'enfant, le petit Pinocchio, là. Donc, on va enlever 4 ans, hein. Donc, ça me fait 58 ans, que j'essaye de me dénuler. Je n'ai jamais réussi. Je ne sais pas vous, mais on ne peut pas se décabosser nous-mêmes. C'est ça qui est compliqué. À quoi servent vos yeux? À voir. Est-ce que vous pouvez voir vos yeux avec vos yeux? Eh bien non. Eh bien l'ego ne peut pas se voir lui-même, puisque c'est l'outil. C'est un marteau qui essaye de se décabosser lui-même. Il ne peut pas. Donc, on va projeter sur l'autre notre contrariété. Et puis après, on va retourner la cuillère. Alors, vous tenez encore? Est-ce que c'est vrai? Même lorsque nous ne sommes sûrs, regardez la plante et le chat. Ben, c'est sûr que c'est le chat. Ben, nous ne faisons que supposer. Donc, cette question n'est pas une question superficielle, est-ce que c'est vrai? Vous pouvez engager des experts pendant 100 ans, vous n'aurez jamais la réponse. Ça demande d'aller vraiment voir à l'intérieur de vous. Donc, je vous propose qu'on fasse un tout petit exercice. X ne m'apprécie pas. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui ne vous apprécie pas. Ça y est, moi j'ai quelqu'un. J'ai plus que quelqu'un, mais j'en prends qu'une. Et je vois l'endroit où elle ne m'apprécie pas. Je vois qu'elle ferme sa porte rapidement, qu'elle essaye de ne pas me rencontrer. X ne m'apprécie pas. Est-ce que vous avez tous trouvé quelqu'un qui ne vous apprécie pas? Voyez la scène dans laquelle cette personne ne vous apprécie pas. Fixez la scène et maintenant je vais vous poser des questions. X ne vous apprécie pas. Est-ce que c'est vrai? Et là, alors on n'a pas bien le choix, c'est un bulletin de vote, c'est un référendum. Donc c'est soit oui, soit non. Si vous raturez votre bulletin, c'est mort. X ne m'apprécie pas, est-ce que c'est vrai? Allez-y en popcorn, oui, 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 non. Non. Quand tu crois X ne m'apprécie pas, on n'est pas sûr, on s'en fout à ce moment-là. Hein. Donc, quand on croit à la pensée, on est attaché. Donc, c'est soit oui, soit non. La deuxième question que nous propose Byron Katie, elle est très simple, c'est la même que la première. Donc c'est, pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai, que cette personne ne vous apprécie pas? Et là, moi, mon histoire, elle prend l'eau. Je ne sais pas pour vous, mais déjà, ben absolument, comment dire, plus sûr que sûr. Je ne suis pas dans sa tête. Vous voyez, là, on négocie. Hein. Donc, pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai? Par prudence, on va dire non. Hein. Moi, je suis stratège. Et donc, après, elle va nous poser une autre question. Quand vous croyez que c'est vrai, que cette personne ne vous apprécie pas, comment vous réagissez? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est la malle au trésor. Quand je crois qu'elle ne m'apprécie pas, je suis un peu nouée. Je fais un inventaire de toutes les saletés qu'elle m'a déjà fait avant. Je vérifie qu'elle n'est vraiment pas quelqu'un de fiable. X ne m'apprécie pas. Je vais en parler à d'autres. Et évidemment, je ne vais parler qu'à des amis qui sont dans mon camp, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas d'interlocuteur. Donc, je vais créer des alliances. Je vais dire, tu as vu comment elle se comporte? Ouais, mais avec moi, c'est pareil. Ah, je suis sûre. Donc, je vais confirmer, surconfirmer que X ne m'apprécie pas. Et ça va me donner une attitude après.
Je vais essayer, j'ai vu que j'essayais de ne jamais la croiser. Donc je partais vite avant qu'elle arrive, j'arrivais tôt avant qu'elle soit là, etc. Parce qu'elle ne m'apprécie pas. Donc ça c'est la malle au trésor. On va dérouler, trouver nos comportements reliés à X ne m'apprécie pas. Et puis, on va regarder. Donc ça c'est tout un chemin, tout un labyrinthe qu'on va explorer. Et la dernière question, c'est comment vous seriez. Alors, refermez les yeux, revoyez cette personne qui ne vous apprécie pas. Regardez comment vous seriez face à cette personne sans la pensée, elle ne m'apprécie pas. C'est-à-dire que dans votre cerveau, ça n'accède pas. Ben moi, je la vois arriver dans son bureau. X ne m'apprécie pas. Si j'ai pas la pensée qu'elle ne m'apprécie pas, je vois qu'elle est joliment habillée, qu'elle marche d'un pas déterminé. Il y a juste aucun problème, n'est-ce pas? Ça marche pour vous? Sans la pensée. Moi, quand j'ai découvert ce travail, j'ai fait une première formation avec Marianne Katie, et donc X, moi je travaillais sur X est violent avec moi. Ben, c'était pas très rassurant comme travail. Et quand elle a dit qui seriez-vous sans cette pensée, je ne comprenais pas bien. Mais non, mais c'est vrai qu'il est violent. Mais sans la pensée, mais c'est pas une pensée. Eh bien, j'ai vu de manière extrêmement fugace que sans la pensée, il n'y avait pas de problème. C'est comme des portes de magasins qui s'ouvrent, et derrière, j'ai vu un monde calme. Mais avec la pensée, c'était très, très agité. Sans la pensée, c'est extrêmement calme. Sans la pensée, vous êtes dans cette fameuse zone de sagesse, d'hyper-présent. Il n'y a aucun problème à cet endroit-là. Sans la pensée, vous recrutez le préfrontal. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis là? Eh bien, 3 retournements, du coup. Donc là, je vais prendre ma cuillère. Allez, viens. Ah bon? Bon, ben ça veut pas, mais c'est pas grave. Non. Ça bug mon ordi. Comme tous les autres. X ne m'apprécie pas. Si je prends ma cuillère, je la retourne et je me vois dedans. Ah ben tiens, ça tombe bien, avec mon gros nez, avec mes joues tout rondes là, le visage est très déformé dans la cuillère. Je ne m'apprécie pas. C'est facile à comprendre. Quand je suis en présence de cette personne qui ne m'apprécie pas, je vois que moi, je ne m'apprécie pas beaucoup non plus. Donc, je peux retourner, je vois que mon comportement à dire du mal d'elle, à essayer de l'éviter, à faire un inventaire sur tout ce qui ne va pas, c'est pas quelque chose que j'aime de moi, vous comprenez? Je ne m'apprécie pas dans cette posture. Le deuxième retournement, c'est, ça fait un choc. C'est, en fait, je ne l'apprécie pas du tout, cette personne. Je me suis trompée, c'est pas elle qui m'apprécie pas, c'est moi qui l'apprécie pas. Est-ce que vous voyez ça pour vous? Vous n'êtes pas très content de cette personne, vous l'appréciez pas. Alors, on va découvrir qu'on s'est trompé. Et on va faire le dernier retournement. Et on va voir X m'apprécie. Et là, ça va demander d'aller très profondément pour voir, mais oui, en fait, elle m'apprécie, parce que je me rends compte qu'elle m'a offert une carte pour mon anniversaire. Je me rends compte qu'elle a fait telle ou telle chose. Vous allez pouvoir trouver, si vous laissez vraiment rentrer dans votre sagesse, vous allez trouver en quoi cette personne vous apprécie et vous vous êtes trompé depuis le début. Donc le mental nous a trompés et nous sommes rentrés dans notre cauchemar.
Et donc, voilà. Ah bah tiens, ça remarche. Non, c'est celui-là qui ne marche pas, mais ça fait rien. Les retournements sont votre ordonnance pour le bonheur. Prenez le médicament que vous avez prescrit aux autres. Le monde a besoin qu'une seule personne le prenne. Vous êtes cette personne. Donc, finalement, ça va être très simple. Et donc, c'est cette phrase très connue de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, j'ai une contrariété. J'attaque l'autre. Donc ce matin, j'ai pensé à ma phrase des terroristes. Elle était extraordinaire. Les terroristes, parce qu'il en a parlé, Éric Geoffroy. Les terroristes sèment la haine dans le monde. Quand j'ai cette pensée, c'est terrifiant, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons fait un atelier. Je fais des ateliers régulièrement pour qu'on s'entraîne à ces retournements. Au moment de ces événements, on avait fait un atelier et on avait découvert, on avait retourné la pensée, nous avions découvert « Je sème la terreur dans le monde » avec ce type de pensée. « Je sème la terreur à l'intérieur de moi » avec ce type de pensée. Vous voyez, avec ma cuillère. Donc, c'est à l'intérieur, c'est moi qui me fais peur avec ça. Et je fais peur à tout le monde. Oh, faut faire attention, etc. Je sème la terreur dans le monde, je sème de la haine dans le monde avec cette pensée. Et on avait découvert, les terroristes sèment l'amour dans le monde. Comment ils s'y sont pris pour faire ça? Mais regardez les énormes mouvements qu'il y a eu à ce moment-là. Ça a été extraordinaire. C'est un petit peu comme les camps de concentration. On s'est dit, mais plus jamais ça. Alors ça a semé l'amour dans le monde. C'est le paradoxe de cette compréhension-là. Et voilà pourquoi cet outil simple, ce travail sur l'observation d'une émotion engendrée par une pensée qui me permet de remonter à la pensée, le retournement de la pensée, c'est l'éveil. Je sors de mon cauchemar. Et donc toutes les traditions de sagesse se retrouvent à cet endroit-là. Je me retrouve en lien avec la réalité. Et je me vois, moi, aux éléphants, avec toutes les petites bougies, etc. à ce moment-là. Mais les terroristes aiment l'amour dans le monde. C'était bouleversant de voir ça, n'est-ce pas? Donc, nous nous trompons juste à 100%, tout le temps. Donc, est-ce que c'est vrai? Si vous êtes stressé, le moindre stress nous signale qu'on se trompe. Si c'est paisible, si on est heureux, on peut y aller. À ce moment-là, on est connecté à notre sagesse, on est connecté au préfrontal. Et on a une vision de la réalité. Voilà, donc, l'investigation, c'est-à-dire ce questionnement, change le problème, donc les émotions qui en découlent de façon permanente. Il s'agit d'une véritable guérison. Pour moi, le seul endroit où le monde est en désordre, c'est à l'intérieur de moi, c'est dans mes pensées. À partir du moment où je les remets en ordre, à ce moment-là, je suis dans une extrême confiance, paix et amour de tout ce qui est. Hein. Le livre que je conseille pour rentrer dans ce travail, ils l'ont chez Garin, là, je leur ai demandé d'en avoir quelques exemplaires, ça s'appelle « Aimer ce qui est » de Byron Katie. Aimer ce qui est, c'est-à-dire être en lien avec la réalité. Toute la violence du monde prend fin avec vous. 16h08. Moment quand même pour partager autour de ça, regarder qu'est-ce que ça vous dit tout ça. Et donc on a, comment tu t'appelles? Anne. Anne, qui va
passer les micros. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire quelque chose, intervenir, témoigner à propos de ce que nous venons de balayer? C'était un peu un marathon, il faut reconnaître. Hein. Mais le contenu est extrêmement simple. Le contenu est extrêmement simple. Oui, bonsoir. Moi, je m'interroge par rapport, justement, si on en revient au mari qui meurt, ou des circonstances réelles, j'ai envie de dire, qui nous arrivent. Comment il faut réagir? Évidemment, là, on est sur une question qui est fondamentale. Mon mari est mort. Alors, vous avez tous autour de vous des êtres aimés qui sont morts, n'est-ce pas? Mon mari est mort. Alors tu dis c'est quelque chose de réel. De réel. Ah ben non, mais attends, c'est la réalité, la vraie réalité. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai perdu un homme que j'aimais. Quand je ferme les yeux, il est là. Et quand j'ouvre les yeux, il n'est pas là. Il est mort. Où? Est-ce que c'est vrai qu'il est mort? Alors, évidemment, on ne va pas résoudre ça comme ça. C'est pas une question, c'est une question que je ne peux pas résoudre pour vous. Ça va demander d'aller voir profondément en vous. Est-ce que c'est vrai qu'il est mort? Si vous avez des enfants avec cet homme, mon mari est mort, ben, sa vie est transmise déjà dans les enfants. Et puis vous allez le voir partout. Puis quand on rêve la nuit, il est mort. Dans les rêves, c'est curieux quand on a perdu quelqu'un qu'on aime et puis que tout à coup il est dans nos rêves. Vous savez, en Australie, ils disent que le rêve est la réalité et que la journée est irréelle. C'est très intéressant. Je n'ai pas une réponse, puisque ce travail n'est jamais une réponse pour l'autre. C'est que des questions. C'est qu'une question. Mon mari est mort, est-ce que c'est vrai? Comment je réagis quand je pense qu'il est mort? Qui serais-je sans cette pensée? Et je suis morte. À ce moment-là, je suis morte de tristesse. Je suis morte à moi-même. Mon mari est mort. Je fais mourir mon mari plein de fois parce que je revois sans arrêt l'accident. Et mon mari n'est pas mort. Je vais aller chercher ça. Mais ça ne va pas se trouver tout de suite. Hein. Des fois, ça prend plusieurs années pendant lesquelles on est dans la confusion à propos de ça. Puis à un certain moment, si on est dans cette quête permanente, on trouve cette paix et on trouve que ah mais non, c'est moi qui étais morte. Mais il n'est pas mort. Et il est toujours là et je le vois à plein d'endroits. Et puis peut-être on va avoir un autre mari. Alors du coup le premier, il est un peu mort, mais il y en a un deuxième et il a l'air bien vivant. Donc mon mari, puisque c'est un mari, c'est un nouveau mari. Bien sûr, je fais de l'humour là, mais c'est un humour que j'ai appliqué à moi-même, dont j'ai fait l'expérience, donc je ne me moque pas de ça, n'est-ce pas? Je vous invite vraiment à aller profondément explorer ça. C'est pas une recette magique en un claquement de doigts, hein. Ça demande d'accéder à cette sagesse profonde. Ça va? Merci. Oui. Ah, on peut pas, il n'y a plus d'autres questions. Mais de toute façon, ta question, tu as la réponse. On va devoir quitter
préciser les lieux. Oui, parce que il y a... que la salle ferme. Il y a Bernard Westland qui va venir, mais c'est un ami merveilleux, donc je vous invite à... Ça va être une conférence extraordinaire, donc ne quittez pas vos sièges, carrément. Merci à tous.